BX1 +. Le face-à-face. On va se poser la question suivante aujourd'hui dans notre face-à-face. Est-ce que la majorité bruxelloise peut encore recoller les morceaux ou est-ce qu'elle est en train de s'enliser dans ce qui pourrait ressembler à une compétition électorale anticipée et qui nous promettrait l'enfer pour les 2 années à venir? On va essayer d'avoir des réponses avec un politologue, c'est Jean-Paul Nassau. Il est collaborateur scientifique au CRISP. Le CRISP, c'est le Centre de recherche et d'information sociopolitique. Et puis on aura 2 journalistes, Steven Van Gars, qui est journaliste politique à Bruges, nos collègues de la télévision bruxelloise néerlandophone, et Olivier Mouton, qui est lui journaliste en presse écrite au magazine Trends Tendance. On leur donne la parole dans un instant, mais on rappelle quand même quelques-unes des amabilités qui sont échangées à propos du dossier Uber et taxi ces dernières semaines, ce qui nous amène à se poser la question, est-ce que c'est encore une majorité, Vanessa Lullier? Oui, la semaine dernière a été particulièrement chaude pour le gouvernement bruxellois avec cette nouvelle crise autour de la question d'Uber et du plan taxi. Elle a démarré lundi avec d'abord le dépôt par 4 partis de la majorité, à savoir DEFI, One Brussels, Groen et l'Open VLD, d'une proposition d'ordonnance pour trouver une solution afin de refaire travailler au plus rapidement possible les chauffeurs LVC en attendant l'élaboration d'un plan taxi. Puis c'est le chef de groupe du PS, Ridwan Chaïd, qui a annoncé déposer lui aussi au nom du PS, cette fois, une proposition d'ordonnance plan taxi. Alors cela a isolé les socialistes et créé les conditions d'une majorité alternative pour l'ordonnance dite Sparadrap, comme on l'a appelée, avec Écolo, le MR, la NVA et le CDH. Alors à partir de là, les petites phrases ont fusé, avec notamment le ministre écologiste de la Santé et de l'Environnement, Alain Marron, qui a déclaré dans la Libre Belgique que ce qui se passe, je cite, ce qui se passe est une preuve d'irresponsabilité du PS, un aveu de faiblesse et d'échec. Cela affaiblit l'ensemble du gouvernement. C'est aussi un désaveu pour Rudy Verwoerd de la part de son parti. Le PS a la responsabilité de remettre les choses à l'endroit. Fin de citation. Alors Rudy Verwoerd a évidemment répondu dans le soir quelques jours après. Pour lui, il faut conserver une unité gouvernementale et cela allait laisser des traces, cette petite phrase. Et puis depuis, le jeu a été un petit peu calmé avec un accord au gouvernement en première lecture pour le plan taxi et une ordonnance Sparadrap renvoyée devant le Conseil d'État, ce qui laisse le temps au gouvernement de proposer un texte qui conviendra à tout le monde. On va commencer avec vous, Olivier Mouton, si vous le voulez bien. Vous suivez la vie politique depuis très longtemps. Des petites phrases, il y en a toujours eu, mais des petites phrases qu'on s'échange entre ministres et ministres-présidents à l'intérieur d'un exécutif, c'est plus inhabituel. Est-ce qu'il y a un vrai danger pour la majorité bruxelloise ou est-ce que c'est juste un exercice de musculation et tout le monde va se calmer? Il y a sans doute des deux, mais c'est clair que généralement on essaye d'envoyer les messages par un chef de groupe parlementaire ou par un autre canal. Ici, c'est un échange qui est direct et c'est évidemment quelque chose qui est de nature à fragiliser la majorité, d'autant que par ailleurs d'autres partis étaient prêts à faire une majorité alternative. Donc on peut dire que le ministre-président est écartelé. Il est d'autant plus écartelé que la vraie raison de la crise, c'est quand même que son propre parti ne le soutient pas, ou en tout cas ne l'a pas soutenu un temps sur cette question-là, ce qui est quand même inédit. Enfin, je veux dire que le ministre-président se fasse torpiller par le président de la fédération de son parti. On sait tout le contexte, on en parlera avec le PS qui est un peu aux abois, tant au niveau fédéral qu'au niveau bruxellois plus singulièrement. C'est peut-être ça le risque qui le fragilisera le plus pour la fin de la législature. Ouais, pour qu'on décode bien, c'est la concurrence du PTB sur la gauche du PS qui fait que le Parti socialiste veut marquer de son empreinte un certain nombre de politiques et en particulier le secteur des taxis où il y a probablement quelques électeurs pour lui qui sont importants. J'ai bien décodé vos propos. Absolument, et avec Ahmed Laouej, le président de la Fédération bruxelloise du PS, qui n'est guère enclin à soutenir un Rudy Verwoerd qui n'est pas vraiment le candidat qu'il aimerait pour l'avenir. On se rappelle aussi que l'accord de gouvernement bruxellois a été négocié par Laurette Onkelings, qui était celle qui a précédé Ahmed Laouej à la présidente de la fédération bruxelloise, et on sait que la succession s'est faite dans un contexte quand même
difficile pour le moins. Ouais. Steven Van Gars, côté néerlandophone à Bruxelles, est-ce que vous avez la même lecture? C'est effectivement une compétition sur le leadership du Parti socialiste bruxellois qui est en train de se jouer au travers de cette crise autour de taxi et d'Uber? Oui, en fait, je suis d'accord que c'est une crise inédite. Hein. Des tensions, il y en a toujours au gouvernement, mais ici, ça se joue vraiment ouvertement. Et ça, c'est vraiment du jamais vu. Je suis dans la politique depuis 20 ans à Bruxelles, je n'ai jamais vu ça. Et oui, donc ça, je pense que ça va laisser des traces. Et voilà. Et pour savoir, est-ce que la concurrence joue? Je pense que oui. Mais c'est quand même plus difficile et plus grave parce que comment est-ce que ce gouvernement va encore pouvoir avancer dans des dossiers? Est-ce que ce gouvernement va encore avancer? Je pense que ce sera très difficile. Et si le ministre-président dit lui-même que ça va laisser des traces, oui, je pense que ce sera très difficile. Ouais. Est-ce que vous voyez le gouvernement, la majorité atterrir sur ce dossier taxi? Vanessa Lullier nous a dit on se donne quelques jours, il y a le renvoi au Conseil d'État, mais est-ce que vous pensez qu'il va falloir qu'on atterrisse et il y a un espace de négociation possible, il y a un compromis possible ou pas? Non, il faut qu'ils atterrissent, mais ce sera très très difficile, surtout parce que juridiquement, et j'ai lu l'arrêté du juge et l'ordonnance Paradra, juridiquement, je pense que ce sera très très difficile de trouver une solution, d'autant plus qu'il y a cette tension politique. Donc ce sera très difficile. On a acheté un peu de temps maintenant, 4 jours pour trouver une solution, mais ce sera toujours difficile et je ne vois pas vraiment de solution pour l'instant. Voilà, donc l'enjeu, je le rappelle, c'est de permettre un exercice temporaire pour les LVC, donc Uber ou Hitch pour citer deux noms de marque, sans pour autant déshabiller la décision de justice. Et c'est là que l'écart est un petit peu compliqué, la moyenne difficile à trouver. Jean-Paul Nassau, collaborateur scientifique du CRISP, une majorité alternative, c'est-à-dire ce dont était menacé le gouvernement de Rudy Verwoerd, avec un texte qui était déposé par une partie de sa majorité seulement, qui n'était pas soutenu par le PS, mais qui aurait pu avoir le soutien de parties de l'opposition. Une majorité alternative, est-ce qu'on peut dire que c'est la fin de partie ou la fin de parcours pour un gouvernement quand ça se produit ? C'est très délicat, effectivement. Ceci dit, je ne crois pas qu'il y aura une majorité alternative, mais je voudrais quand même revenir sur la situation du PS. Parce que c'est là en partie le nœud. Il faut, si on compare avec la législature précédente, sous la législature précédente, le PS était vraiment hégémonique dans la majorité. Il disposait de 22 sièges contre 8 pour le CDH et 10 pour Défi. Et il ne se sentait nullement concurrencé par ces deux partenaires de majorité. Aujourd'hui, on a un PS qui est avec 16 sièges, suivi à un siège près d'Écolo. Et donc, il y a une concurrence exacerbée entre les partis qu'il n'y avait pas lors de la législature précédente. Écolo et le PS se disputent la première place dans la région bruxelloise, et on le voit dans les sondages, ils sont toujours très proches. Et il ne faut pas oublier aussi, et je crois qu'Olivier Mouton l'a mentionné, le PS a le souffle du PTB dans son dos. Donc il y a là une exacerbation entre les partis de la majorité. Défi, quant à eux, se sont profilés sur le thème de la laïcité, mais se sont heurtés à l'opposition de ses partenaires de majorité et s'est fait du coup attaquer par le MR qui se profile aussi sur ce thème-là. Donc on a aujourd'hui une exacerbation des tensions entre les partis. Ouais. Donc deux partis qui ont envie de marquer des points, je vais le traduire comme ça, à la fois le Parti socialiste et à la fois Défi. On va s'arrêter sur un tout petit point, qui n'est pas un petit point de détail, parce qu'il permet aussi de comprendre peut-être pourquoi on fait un mariage de raison à défaut d'un mariage d'amour en politique. C'est la difficulté pour un gouvernement régionale, Vanessa Lullier, de tomber en cours de route, c'est quasi impossible. Enfin, c'est impossible. C'est possible, en fait, mais via une motion de méfiance. Et en fait, la motion de méfiance, elle doit être déposée par un ou plusieurs parlementaires. Il faut aussi que le texte propose, en fait, la composition d'un nouvel exécutif ou présenter un successeur à tout membre visé par la méfiance dans le cas d'une motion de méfiance individuelle. On parle alors d'une motion de méfiance constructive. Cette motion, elle doit être soumise au vote
vote du Parlement ensuite, donc qui doit intervenir après un délai de 48 heures suivant le dépôt de cette motion. À Bruxelles, il y a aussi une protection de la minorité néerlandophone, ce qui rend encore les choses plus complexes. Donc une motion de méfiance dirigée contre le gouvernement bruxellois dans son ensemble, eh bien, elle doit être adoptée à la majorité dans chaque groupe linguistique, tandis qu'une motion de méfiance dirigée simplement contre un ministre, à l'exception du ministre président qui est donc asexué linguistiquement, doit être adoptée par le groupe linguistique auquel le ministre appartient. Ouais, je reste avec vous, Jean-Paul Nassau, pour qu'il y ait une motion de méfiance constructive ou de défiance constructive. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait déjà la solution de rechange, qu'on se soit mis d'accord sur une solution de rechange. C'est quasi inimaginable dans le contexte actuel, on est d'accord ? Tout à fait. Politiquement, c'est très inimaginable parce que quelles sont les options possibles? Soit on fait sortir Écolo de la majorité et le remplacer par le MR, mais alors le PS serait dans une situation très inconfortable parce qu'il prêterait le flanc à de nombreuses attaques sur sa gauche, puisqu'il aurait à la fois Écolo et le PTB qui l'attaqueraient sur sa gauche, donc ce n'est pas une solution facile pour le PS. Remplacer le PS par le MR, quand on voit les relations actuelles entre les dirigeants écolos et les dirigeants du MR, ça me paraît aussi hautement improbable. Donc, politiquement, je ne vois pas de solution possible à l'heure actuelle. Ouais, ça veut dire que même si on se chamaille très très fort, et on l'a entendu avec un certain nombre de déclarations, on est malgré tout obligé de rester ensemble. Je vous ai vu faire non de la tête, Olivier Mouton. Vous avez un petit doute? Simplement, alors effectivement, je partage l'analyse qui vient d'être faite, mais juste un rappel, quand le gouvernement bruxellois a été composé, sa majorité a été composée, il y a un de ses membres, l'Open VLD, qui avait appelé à ce que le MR se retrouve à table. Ça avait été refusé à l'époque et on a la coalition que l'on connaît aujourd'hui. Alors je pense qu'effectivement, ça va être compliqué, mais c'est possible. Il est possible qu'à un moment, je rappelle que tant au niveau fédéral qu'au niveau wallon, on a des coalitions où se retrouvent ensemble le MR et Écolo. Donc à un moment, alors j'entends bien tout ce qu'on dit, effectivement la grande difficulté c'est la nervosité du PS par rapport au PTB et a fortiori on se rend bien compte que la fédération bruxelloise du PS est plutôt avec des accents progressistes pour le dire de manière pudique, c'est-à-dire avec une volonté d'être davantage dans des accents comme cela. Je dis simplement à un moment si un parti veut se positionner, c'est peut-être pas stupide de se dire qu'on est le parti le plus à gauche dans sa coalition et pour pouvoir marquer davantage de points. Je ne pense pas que ça arrivera, mais je veux dire, il y a la possibilité existe. Ouais, donc pas probable, mais pas impossible. Je vais traduire ça comme ça. Steven Van Gaar, ça veut dire que si c'est peu probable, et vous allez me dire si vous êtes d'accord pour dire que c'est peu probable, ça veut dire qu'on va devoir continuer à travailler ensemble avec l'Open VLD, Vooruit, Groen côté néerlandophone, le PS, Défi et Écolo côté francophone. Et avec toutes les chamailleries que ça implique, ça veut dire qu'on va continuer à avoir dossier après dossier, beaucoup de tensions pendant les 2 ans qui viennent? Oui, je pense que ça va être comme ça. Je vais d'abord dire qu'il y a quand même un rapprochement entre le OpenVLD et le MR. On voit ça récemment que les deux partis se rapprochent, mais je ne pense pas que pour autant dire que ça va changer, qu'on va changer la majorité. Moi, je n'y crois pas. Parce qu'il faut renégocier un accord de gouvernement, ça va être très très difficile. Donc là, je ne crois pas que pour les 2 années à venir, on va changer de majorité. Ce qui veut dire qu'effectivement, ça va être très difficile pour le gouvernement d'encore avancer. Tout dépend de Rudy Verwoerd, je pense que lui, il a maintenant un rôle très important pour retrouver, pour renouer, pour retrouver la confiance dans la majorité. Alors justement, Olivier Mouton, Rudy Verwoerd a annoncé qu'il allait entamer des opérations de team building, hein, donc d'essayer de réunir peut-être au Vert ou à la mer ou on ne sait pas trop où ces ministres. Il a encore une chance de rétablir un minimum de confiance ou c'est fini? En tout cas, ça va être très compliqué et ça va être compliqué de rendre lisible son projet pour les 2 années à venir. Ceci dit,
pour élargir un peu le débat et le resituer, on se rend compte que c'est le cas pour la plupart des majorités du côté francophone et au fédéral. Donc on se retrouve avec des majorités qui sont extrêmement éclatées, morcelées, avec des partis qui sont tous fragilisés par des circonstances internes ou par la pression d'un autre parti, singulièrement du côté francophone, on parle beaucoup du PTB évidemment, mais par des rivalités liées au fait de vouloir devenir le premier parti. C'est le cas entre le PS et Écolo à Bruxelles, c'est le cas entre le MR et le PS, sans doute aussi en Wallonie. Donc partout, on se rend compte que ces tiraillements vont faire en sorte que la lisibilité du projet va être compliquée. Et on sait qu'il y a des sujets encore sensibles sur la table du gouvernement bruxellois. J'ajoute à ça encore un élément pour terminer, c'est que le positionnement de chacun fait que, notamment via les réseaux sociaux, via Twitter, via les médias, etc., rend encore d'autant plus compliqué les relations entre personnes. Et c'est pas pour rien que Rudy Verwoerd, qui est plutôt un notaire, je ne dis pas ça de manière péjorative, mais quelqu'un qui vise à concilier les points de vue, qui n'est pas quelqu'un qui s'exprime de manière très forte sur les réseaux sociaux notamment, eh bien, doit composer quelque chose qui le dépasse, en fait. Oui, alors vous venez de dire que c'était compliqué à tous les niveaux de pouvoir. Je voudrais avoir l'avis de Jean-Paul Nassau là-dessus. On a quand même le sentiment qu'en région wallonne, c'est moins compliqué, que socialistes et libéraux s'entendent mieux. Alors, il y a peut-être eu l'effet des inondations qui font qu'on est dans une crise d'urgence nationale. Premier élément peut-être d'explication. Peut-être deuxième élément d'explication, j'aimerais vous entendre là-dessus, c'est le rôle des présidents de partis. Ils sont très forts en Wallonie, alors qu'à Bruxelles, ce sont des présidents de fédération qui ont la main. Est-ce que ça veut dire aussi que l'entente entre les présidents de fédération côté francophone à Bruxelles, donc Ahmed Laoueche pour le PS, Marie Lecoq ou Rajam Awan, on ne sait pas, pour Écolo, et puis on a le sentiment que c'est quand même François de Smet en direct pour Défi, ça veut dire que l'entente entre ces trois-là n'est pas optimale, ils n'arrivent pas à gérer le gouvernement bruxellois, on peut dire ça comme ça ? Les relations sont évidemment beaucoup plus compliquées qu'elles ne l'étaient précédemment. Il faut quand même remarquer que, par exemple, effectivement, au niveau des socialistes, c'est peut-être moins vrai au niveau des deux autres partis, puisque Rajam Awan est quand même coprésidente nationale d'Écolo, mais intervient beaucoup sur Bruxelles, et que André de Smet aussi, au niveau de Défi, intervient sur Bruxelles. Par contre, le président de la fédération bruxelloise actuelle, Ahmed Laoueche, est très puissant par rapport à ses troupes à Bruxelles. Sauf que il y a toujours des séquelles au sein du Parti socialiste. Il faut savoir qu'à la dernière élection pour la présidence de la fédération du PS, il y a eu un duel entre Rachid Madran et Ahmed Laoueche qui s'est joué à très peu de voix près, avec les anciens ténors comme Laurette Onkelings ou Charles Piquet qui soutenaient le concurrent d'Ahmed Laoueche. Donc ça a laissé des traces. Et donc pour le moment, on constate un peu moins de force du Parti socialiste. Il faut savoir que le Parti socialiste à Bruxelles a toujours été, la fédération bruxelloise a toujours été très structurée. Il y a déjà eu des conflits précédemment, on parlait à l'époque du clan Piquet, du clan Moreau, mais tout ça a été arbitré clairement au niveau de la fédération. Aujourd'hui, il semble qu'il y ait moins de cohérence dans la direction bruxelloise du Parti socialiste, et ça peut évidemment porter atteinte aux relations avec les responsables des autres partis. Ouais, je vous vois faire oui de la tête, Olivier Mouton. Est-ce que c'est ça qui est en train de passer ? C'est une sorte de démonstration de force d'Ahmed Laoueche pour bien expliquer à tout le monde, y compris au sein de son propre parti, que c'est lui qui a la main et que Rudy Verwoerd ne peut pas faire un accord sans qu'il soit consulté ? C'est ça qui s'est passé ? Il y a trois choses qui jouent. Il y a le fait que effectivement, il veut marquer de son empreinte sa domination sur le PS bruxellois. Il y a une nervosité qui est plus large. On a appris que Paul Magnette avait rassemblé ses troupes ce week-end de manière confidentielle pour essayer d'un peu de remettre de l'ordre parce qu'il se rend compte que ça part en vrille, toujours avec cette pression du PTB dont on parle en permanence. Et par ailleurs, il y a des questions de fond sur cette espèce de ligne de rupture entre, pour faire court,
la laïcité et le communautarisme, hein, je sais que c'est un peu caricatural, mais qui est quand même une ligne de fracture très importante à Bruxelles, évidemment, avec un électorat qu'on le connaît sociologiquement diversifié. Et donc tout ça joue. Et là, Ahmed Laouej, évidemment, incarne une ligne qui est plus communautariste, entre guillemets. Et donc je termine juste en disant, évidemment, ce qui se prépare, c'est 2024. Ouais. Est-ce que Rudy Verwoerd, qui s'est autoproclamé candidat à une bonne place pour se succéder, est-ce que c'est lui qui aura la main ou bien est-ce que ce sera quelqu'un d'autre? Ouais, donc ça, c'est le rôle aussi des présidents de fédération et la difficulté entre la direction de l'exécutif, le ministre-président, et le président de la fédération du même parti. Je voudrais qu'on termine avec Stéphane Van Gars, parce qu'on a beaucoup parlé des francophones. Je voudrais pas qu'on passe sous silence ce qui se passe côté néerlandophone, parce que honnêtement, entre Pascal Smet et Elke van den Brand, c'est pas triste non plus. Comment est-ce que vous décodez ça? C'est une concurrence électorale. Ils sont tous les deux sur le même segment électoral et c'est pour ça qu'on s'écharpe aussi de ce côté-là? Oui, absolument. Et ça, c'est aussi du jamais vu. C'est une guerre ouverte presque entre Groen et Verwoerd. Et ça veut dire, oui, donc c'est le même électorat qui vise. Hein. Il n'y a plus l'électorat, disons, néerlandophone travailleur. Ça, il n'y a plus. Donc c'est un peu dans le même segment qui cherche les votes. Et il faut aussi savoir que ça joue toujours. On parle de 500 ou 1000 votes. Ça peut déjà changer beaucoup de choses pour après. Voilà, et puis on peut aussi avoir quelques électeurs francophones qui glissent du côté néerlandophone et ça fait souvent basculer beaucoup de choses à Bruxelles. Oui. Merci beaucoup Stéphane Van Gars, Jean-Paul Nassau, Olivier Mouton, merci d'avoir été avec nous, nous avoir fait profiter de votre éclairage, de votre connaissance et de votre passion pour la politique bruxelloise. On essaye de la partager, cette passion pour la politique bruxelloise. On tourne une petite page de pub et on va vous parler de complètement autre chose. Ce sera le cyberscore dont on vous parlera avec Yolande de Kerkhoff dans un instant.